La construction d'un portefeuille de fonds négociés en bourse avec option d'achat, enregistrement produit lors du mois de septembre de l'année 2025. En fait, présentement, je suis en train de travailler à construire mon portefeuille de fonds négociés en bourse avec option d'achat en fonction de qu'est-ce que je veux avoir à long terme en termes de répartition de fonds négociés en bourse avec option d'achat, le composant. Donc, l'enregistrement présent va aborder l'état de mon travail là, par rapport à ça. Mais juste avant, naturellement, je veux faire une petite mise en garde pour vous rappeler que investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne donne pas de conseils financiers dans la vidéo présente, ainsi que dans mes autres vidéos. Donc, je ne dis pas aux gens quoi faire là, en termes d'investissement. J'aborde le sujet de l'investissement où je vais parler de choses que je fais, mais à des fins tout simplement d'études. Et aussi, très important, pour chacune des données qui sont abordées aujourd'hui, je vous propose de les contre-vérifier en faisant des recherches de manière autonome sur le web. Et je vous dirais que régulièrement, que ce soit par rapport à mon frère, ma compagne ou certaines personnes proches de moi dans mon environnement, lorsque j'ai des idées d'investissement, ben, je leur en parle, puis je leur dis, trouvez-vous que ça tient de la route? Y a-t-il des failles dans mon raisonnement? Ainsi de suite. Donc, pour bénéficier de leur intelligence, au cas où il y a des angles morts, des aspects que je ne vois pas, qui pourraient être problématiques. Parce que, dans le fond, présentement, ça fait plusieurs mois, mais je continue. J'étudie la bourse, l'investissement, le placement, la crypto, le day trading, swing trading et aussi investissement à long terme. Je ne prétends pas tout savoir naturellement. Je me définis plutôt comme un étudiant. Et c'est sûr que si vous écoutez mes vidéos et vous trouvez des éléments qui peuvent être pertinents pour moi d'étudier ou de considérer ou de faire des critiques constructives de certains éléments abordés, naturellement, vous pouvez utiliser l'espace en bas de l'enregistrement présent pour le faire. Donc, c'est sûr que j'ai une stratégie particulière. Donc, à moyen et à long terme, mon objectif, c'est de me doter d'un portefeuille en lien avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Donc, un peu dans l'esprit de la démarche de Adrian, de Passive Income Investing, pour avoir des revenus à chaque mois. Un peu comme quelqu'un qui est propriétaire d'édifices à revenus, puis à mesure qu'il y a des logements, puis à mesure qu'il y a des revenus à chaque mois qui rentrent. Donc, avoir des revenus passifs, puis que ça augmente avec le temps d'une manière exponentielle. Donc, ça, c'est mon objectif dans l'optique de favoriser mon autonomie financière. Donc, en fait, l'une des stratégies pour faire croître mon capital, l'argent que j'ai, c'est entre autres à travers l'investissement en crypto. L'investissement en crypto, pour vous donner une idée, en quelques mois, même pas un an, j'ai liquidé par rapport à de l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie que j'avais acheté en fonds négociés en bourse. Ça m'a donné un rendement de 55% en moins d'un an. Dans le domaine de l'investissement, par rapport à des indices boursiers comme le SP500, Nasdaq 100, habituellement, là, les gens ne trouveront pas un rendement de 55% là, sur un an ou plus. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui peuvent augmenter entre 5 et 15 fois de valeur, même dans certains cas 100 fois de valeur, là, des pépites, là, mais c'est très rare et difficile à trouver. Mais bref, le domaine de la crypto-monnaie est susceptible de donner un rendement plus important que plusieurs actions ou des fonds négociés en bourse style SP500 qui donnent une moyenne d'environ 10% par année. Donc, d'aller chercher rapidement une croissance du capital. Ensuite, je m'intéresse aussi à faire du trading, notamment du day trading et swing trading en lien avec le Nasdaq 100, en utilisant un effet de levier x3, en utilisant par exemple le fonds négocié en bourse de TQQ pour amplifier de 3 fois les rendements. Donc, au lieu de, par exemple, utiliser un fonds lié au Nasdaq 100 comme XQQ,
Bon, si le Nasdaq augmente de 1%, lui augmente de 1% pour reproduire, répliquer l'indice boursier, bon, ben, le TQQ non pas augmenté de 1%, mais de 3%. Donc, en allant chercher plus de rendement que l'effet de levier. Donc, pour augmenter encore une fois la valeur du capital, en m'appuyant entre autres sur l'état des liquidités mondiales que je vais étudier. Donc, plus que de l'argent qui a été mis dans le système, plus qu'habituellement dans les mois qui suivent, avec un délai d'environ 3 mois, ça va se faire ressentir sur les marchés. Et à ce moment-là, ça va avoir un impact qui peut augmenter des hausses du marché. Donc, en faisant du timing du marché, en utilisant l'état du marché, à ce moment-là, puis en utilisant des actifs comme des crypto-monnaies, TQQ pour augmenter le capital, ça peut être une façon d'augmenter l'argent qu'on a disponible et aussi faire de l'optimisation fiscale. Donc, quelqu'un, par exemple, qui travaille, chose que je fais, bon, ben, je vais cotiser un REER qui va réduire l'impôt que j'ai à payer pendant l'année courante. Par la suite, ça va me donner un retour d'impôt si j'ai trop payé d'impôts par rapport à l'état de mon salaire une fois la cotisation au REER qui diminue le revenu imposable. Et par la suite, avec le retour d'impôt, je peux prendre l'argent et l'investir dans un CELI, qui est un compte ligne d'impôt au Québec. Donc, à ce moment-là, je fais du recyclage de capitaux pour, à ce moment-là, faire croître l'état de mes liquidités. Donc, ça, c'est une autre stratégie qu'on peut combiner pour augmenter l'argent qu'on a. Puis, par la suite, naturellement, dans une optique d'investissement à moyen et long terme, c'est d'avoir un portefeuille avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui me donne avec constance des revenus. Puis, pour déterminer le revenu que ça me prend, il faut faire un budget pour déterminer combien d'argent, par exemple, c'est quoi le montant en fait minimum que j'ai besoin d'argent à chaque mois pour être capable de répondre à mes besoins de base. Habitation, nourriture, par la suite, payer des vêtements, payer l'assurance habitation, payer les différentes, l'électricité, les différentes dépenses courantes pour savoir c'est quoi le minimum que j'ai de besoin pour être capable, en termes d'argent que je dois avoir, pour être capable de fonctionner en vivant d'une forme d'autonomie financière. Donc, ça me permet de cibler c'est quoi que je veux comme revenu passif à chaque mois en lien avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Donc, c'est de s'établir un plan. Fait que dans un premier temps, j'ai beaucoup concentré l'énergie sur l'étude de la crypto, faire du swing trading. Puis par la suite, je vais vous parler des fonds négociés en bourse avec option d'achat que je vise à avoir à moyen puis à long terme. C'est des produits qui vont donner moins de rendement par rapport à, naturellement, aux crypto-monnaies ou du swing trading. Par contre, c'est dans une optique différente, c'est-à-dire c'est dans une optique d'aller chercher des revenus stables et avec constance que je vais avoir à chaque mois. Donc, ce que je vise, je me suis inspiré en fait d'Adrian. Ça fait plusieurs mois que j'écoute ses vidéos. J'en ai parlé souvent, mais dans le domaine des fonds négociés en bourse avec option d'achat, ce qui parle, parce que j'en ai pris plusieurs qui abordent à titre indicatif, puis je constate la constance des rendements. Donc, moi, puis lui, disons qu'en exposant ça à chaque mois, ça donne aussi de la motivation en faisant suivi l'état de ses finances. Tu sais, ça augmente tout le temps. À un moment donné, il y avait 600 000. Ensuite, 1 million, 1,5 million. Là, il est rendu à 2,1 millions de dollars. Puis ça va continuer encore dans les prochains mois, probablement. Là. C'est parti pour ça. En tout cas, là, ça fait depuis 2000, je ne me trompe pas, c'est 2019. Ça fait quand même plusieurs années. Puis son capital augmente continuellement avec ses revenus passifs aussi. Fait que c'est très intéressant ce qu'il a développé comme approche. J'ai beaucoup de gratitude pour lui de me donner accès à ces informations-là gratuitement sur YouTube. Parce que les rendements, j'en ai pris, puis les ratios qu'il mentionne, parce que des rendements quand même intéressants, ça fonctionne. Lui, c'est sûr qu'il prend à grande échelle, puis bon, c'est sûr ça fait une vidéo captivante à écouter, 2,1 millions de gestion d'actifs, on s'entend. Plus que ça serait un montant moindre. Mais ça donne une idée à quoi ça peut ressembler quelqu'un qui vit de revenus passifs. Puis lui, il a, là, je regardais ici, il y avait à peu près 35 000 par mois, pas par année, par mois de revenus passifs, avec son super portefeuille.
Donc, lui, il utilise beaucoup avec des effets de levier, comme par exemple 25%. Fait que oui, je trouve ça intéressant dans l'optique que le marché est haussier. Si on regarde les tendances lourdes liées au SP500, Nasdaq 100, parce que la plupart des actifs dont il est question avec les fonds négociés en bourse que je prends, que je vise prendre à moyen et à long terme aussi davantage, ceux qu'Adrian prend, ben c'est lié au Nasdaq 100 et SP500 essentiellement. Puis si on regarde les tendances lourdes sur plusieurs années, c'est des indices qui ont tendance à monter. Fait que si on va chercher l'effet de levier de 25%, ben on augmente le rendement qu'on peut avoir. Certes, ça c'est pas aussi spectaculaire là, que d'augmenter ça de 3 fois, là, de 300%, comme avec le TQQ, -C ou -U, mais c'est moins volatile naturellement. Parce qu'il faut prendre conscience que si quelqu'un prend un effet de levier x3, ben quand ça baisse, ça fait x3 aussi vers la baisse. Donc au lieu de faire un -1, ça fait un -3. Fait qu'il faut toujours avoir ça en tête, mais si la tendance lourde, c'est un marché haussier, en effet, je vois dans le sens d'Adrian pour prendre un effet de levier de 25%. Donc, fait que c'est sûr que par rapport au SP500, comme Adrian, j'ai pris le SD. Puis j'en ai pris aussi du USCL. Puis pour ce qui est du Nasdaq 100, qui est corrélé, qui est en lien avec ça, il y a le QD, où il y a beaucoup d'entreprises technologiques, QQCL. Donc, c'est sûr que, comme je le mentionnais, tout ça, ça repose sur le postulat que ces indices boursiers vont continuer à augmenter. Sinon, ben, je vais prendre des fonds négociés en bourse qui se rapportent à des entreprises là, qui valent plusieurs centaines de milliards de dollars comme Tesla ou Nvidia, dans l'optique que ça surperforme les fonds négociés en bourse avec option d'achat liées au SP500 et Nasdaq 100. Mais je ne prends pas juste ça parce que c'est plus risqué. Ça donne plus de rendement, le ratio risque-bénéfice est plus grand pour Tesla et Nvidia. Par contre, en contrepartie, j'en prends une partie de mon portefeuille, mais pas toute. Sinon, je prends plusieurs entreprises de fonds, comme par exemple, je prends QD qui est en relation avec plusieurs entreprises et au Nasdaq 100. L'entreprise Hamilton et aussi QQCL qui est liée au Nasdaq 100 de GlobalX. Donc, comme ça, ben, s'il en arrive qu'un de ces deux entreprises a des problèmes ou quoi que ce soit pour donner les revenus passifs, ou si les revenus passifs n'arrivent pas nécessairement la même journée, ben là, ça me donne une marge de manœuvre. Fait que c'est dans une optique aussi de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Puis les fonds négociés en bourse que je vais se prendre, c'est les conserver à long terme. Là. Et le concept qu'entre autres a développé Adrian, auquel je faisais allusion, naturellement je mettrai le lien web là, en bas de la vidéo présente, c'est de décaisser au moment rendu de la retraite, où que la personne arrive à l'autonomie financière, donc quelqu'un peut prendre par exemple une retraite plus tôt dans cette optique-là, c'est de décaisser tout simplement les revenus passifs qu'on reçoit à chaque mois plutôt que de toucher au capital investi. Dans l'optique de préserver le capital à long terme pour le patrimoine familial, ou dans le fond que la personne peut léguer ça par exemple à son conjoint ou sa conjointe ou à son enfant. Donc l'idée c'est que par exemple quelqu'un rendu au moment de la retraite, bon disons qu'elle a je sais pas moi, elle est rendue avec 500 000 $ d'investis. Puis au lieu qu'à chaque année, elle décaisse une partie du montant qu'elle a, puis que dans le fond, le montant diminue. Donc, si, mettons, la personne a 500 000, puis là, elle a besoin, par exemple, pour vivre pour un an, de 40 000 $. Donc là, elle est rendue à 460 000. Puis l'autre année d'après, elle reprend encore un autre 40 000 $. Elle est rendue à 420 000, puis elle baisse tout le temps continuellement par rapport à ça, puis dépassé un certain nombre d'années, ben, il n'en reste plus d'argent, même si elle a réussi à accumuler une somme quand même importante là, sur plusieurs années. Donc, il y a des gens qui vont épargner pour la retraite pendant 30 ou 40 ans, ils se ramassent à 65 ans ou à 70 ans,
puis là, il commence à décaisser. Puis à un moment donné, ben, il n'en reste plus, je veux dire, à ce rythme-là. Ben, la personne peut tout simplement prendre des fonds négociés en bourse avec option d'achat dans l'optique de générer le rendement qu'ils ont besoin pour fonctionner à chaque année, qu'ils n'auront pas à décaisser par la suite les placements qui vont continuer à générer dans les autres années. Donc, si la personne, encore une fois, la même personne, au lieu de décaisser progressivement, elle prend à la place des fonds négociés en bourse avec option d'achat, puis elle évalue qu'elle a besoin de 40 000 $ pour être capable de vivre décemment là, au Québec. Bon, ben, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut prendre, par exemple, il y a un des fonds négociés qui s'appelle QD, qui va donner à peu près 20% de rendement par année. Donc, à ce moment-là, si la personne elle a 20% de rendement, elle a besoin tout simplement de 200 000 $ avec QD, qui va lui donner à peu près 40 000 $ de revenus de dividendes. En fait, le montant lié à QD, pour être rigoureusement exact, c'est 19 points quelques. Mais disons qu'au lieu d'avoir 40 000, disons qu'elle a 38 000, puis elle est capable de fonctionner avec ça. Bon, mais avec seulement 200 000 avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat, elle est capable de fonctionner. Est-ce que c'est trop risqué le QD? Bien, c'est sûr, ça peut être sujet à discussion, là, parce que le QD en tant que tel, il donne un petit peu plus que le QQCL en termes de rendement annuel, selon mes évaluations. C'est en rien que 69 entreprises technologiques. Donc, il n'y a pas 100 entreprises technologiques liées au Nasdaq 100, mais j'évalue que c'est peu probable que, dans le fond, les principales entreprises technologiques liées au Nasdaq 100 fassent faillite du jour au lendemain. Donc, c'est sûr qu'une personne, pour avoir, au lieu de 200 000 en gestion, avoir un peu moins de gestion en misant, par exemple, sur Tesla, qui donne un très bon rendement. Elle aurait peut-être, il faudrait que je revérifie les chiffres, là, mais c'est une affaire comme à peu près 30 ou 40% de rendement par année. Mais c'est plus risqué. Parce que si Tesla ferait faillite ou elle connaîtrait cette entreprise une baisse majeure, donc une dévaluation par exemple du trois quarts de la valeur, ça pourrait être problématique. Par contre, si le risque est réparti, comme je vous expliquais, sur 69 entreprises, ça devient moins probable. Fait que l'idée de la mentalité derrière ça, c'est OK, par exemple, 20 000 $, 200 000 en gestion vont générer à peu près 38 000 $ de revenus par année. Bon, mais la personne prend le 38 000 pour fonctionner jusqu'au moment de sa mort en l'indexant à l'inflation, puis en réinvestissant peut-être une partie pour conserver la valeur du capital, mais tout le reste va continuer à croître. Et par la suite, ben, une fois que la personne décède, son conjoint ou sa conjointe peut avoir accès ou ses enfants. Moi, c'est sûr que j'ai parlé avec ma compagne, mais j'ai dit, je vais à travailler par rapport à ça, je lui partage des informations. Puis, c'est sûr qu'au niveau de mon testament, ben, si dans le fond, je travaille dans cette optique-là, puis si un jour j'y arrive, ben, c'est sûr que elle, ben, je vais dire, ben, écoute, tu pourras, dans le fond, prendre mes placements. Même chose par rapport à ma fille. Donc, pour laisser une forme de patrimoine familial. Fait que c'est ça l'idée du concept. Donc, au lieu que les héritiers aient zéro argent, ben là, après ça, eux autres, ils peuvent fonctionner puis vivre décemment. Dans le sens que ce qui peut être intéressant par rapport à cette approche-là, bon, ben, c'est une des deux personnes décède puis il y a un revenu passif de 38 000 par année, puis l'autre, il a à peu près les mêmes besoins, ben, il y a juste dans le fond, en héritant des placements, ben, continuer à récolter, dans le fond, les placements pour être capable de fonctionner jusqu'à sa mort. Donc, prenons par exemple la conjointe qui réussit à fonctionner avec les placements jusqu'au moment de sa mort, puis une fois que la conjointe décède, ben, c'est l'enfant ou les enfants qui peuvent utiliser ça. Puis s'il y a une partie du capital qui est réinvesti pour préserver le pouvoir d'achat, disons qu'au moins 3% par année pour lutter contre l'inflation, bien là, à ce moment-là, la valeur du capital peut se maintenir dans le temps. Fait que ça peut être quelque chose à étudier. Naturellement, il faut connaître les véhicules de placement.
parce que c'est pas pareil si c'est dans un paradis libre d'impôts, entre guillemets, CELI, que l'argent est mis, ou qu'il y a eu une croissance. Pour connaître 200 000 que lorsqu'on retire, c'est non imposable, versus en REER, parce que lorsqu'on retire d'un REER, c'est imposable. Donc, il y a des nuances à apporter. Mais le point que je voulais faire aussi, c'est que, dans le fond, c'est sûr que s'il y a une baisse de la valeur des fonds négociés en bourse, il est possible que les fonds risquent de diminuer. Donc, c'est-à-dire que les revenus passifs à chaque mois risquent de diminuer en proportion, comme ce qui s'est passé avec Tesla, TSLY-C, que j'ai pris il y a quelques mois. Par contre, si le marché est baissier ou stagnant, les fonds négociés en bourse risquent de surperformer les fonds de type croissance parce qu'ils ne prennent pas autant les hausses et donner des rendements plus importants qu'en période haussière qu'en période haussière avec la vente de primes, donc les options d'achat. Fait qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout. C'est-à-dire que les fonds négociés en bourse avec options d'achat, la valeur de l'actif en gestion avec un effet de levier de 0,25, bon, ben, s'il y a une baisse qui est là, ben, ça augmente la baisse de 0,25% à cause de l'effet de levier, mais ça risque d'être temporaire parce que les indices, comme je vous expliquais, en termes de tendance lourde, ont tendance à monter avec le temps. Mais croyez-moi pas sur parole, vérifiez par rapport au Nasdaq 100, SP500 et l'ensemble des fonds que je vais aborder dans les prochaines minutes sont tous en relation avec ça. Puis sinon, mon approche, ben, c'est prendre du plus risqué vers le moins risqué. Le plus risqué, c'est de la crypto. Ensuite, des stratégies de swing trading pour augmenter de 3% la valeur du capital. Puis ensuite, le moins risqué, c'est des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Puis par la suite, je commence avec le plus risqué dans les actifs liés à ça, comme je l'ai fait il y a quelques semaines en présence du Tesla, TSLY-C. En fait, juste quelques semaines, quelques mois, là, à l'époque actuelle. Puis ça me donne une moyenne de 3 à 5% de rendement par mois, pas par année. Donc, à ne pas confondre avec les certificats de pauvreté garantis, que j'aime bien dire d'une manière humoristique, les certificats de placement garantis qui vont donner ça pendant un mois. Certes, il y a un risque qui est là, mais c'est un risque que je prends calculé là, par rapport à l'entreprise Tesla qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle va faire faillite demain matin. Donc, par rapport à ça, ce qui est important aussi, c'est de se tenir à jour par rapport à l'apparition de fonds négociés en bourse avec option d'achat qui apparaissent sur le marché. Adrian, auquel je faisais encore une fois allusion, en parle régulièrement. Il aborde les nouveaux fonds qui apparaissent, qui donnent des rendements intéressants. Et il parle du raffinement aussi de sa stratégie d'investissement, ça peut être pris en considération aussi. Et moi, par rapport à l'équilibrage de mon portefeuille à moyen ou à long terme, la façon que je vois ça, je vais vous partager ça dans les prochaines minutes. Ça, c'est ma vision des choses. Naturellement, chaque personne qui veut, par exemple, investir avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat peut voir par rapport à son aisance à l'égard du risque, qu'est-ce qu'il veut prendre ou pas. Comme par rapport au SP500, bon, j'en veux 30% du portefeuille, le Nasdaq 100, 30%, HHIS et Biggie, 20%. Ça, c'est dans le fond une concentration des titres les plus performants dans le secteur, entre autres de la technologie. Ensuite, le secteur bancaire, 10%. Et les propositions d'opportunités, 10%. Par rapport à ça, je parle de super entreprises qui vont surperformer le Nasdaq 100 et le SP500 auxquels j'ai fait allusion, comme par exemple Tesla et Nvidia là, par rapport auxquels j'investis. Mais je ne mets pas l'essentiel de mon argent là-dedans parce que c'est plus risqué, c'est plus volatile. Mais j'ai commencé par ça avec des positions solides sur Tesla puis Nvidia, ce qui génère du capital, que par la suite, je réinvestis ça dans du moins risqué qui me donne moins de rendement, comme par exemple des trucs liés au Nasdaq 100, mais qui donnent un rendement supérieur à ceux liés au SP500 et ainsi de suite. Fait que je fais un ruissellement des capitaux du plus risqué vers le moins risqué à mesure que, naturellement, dans le temps, je vais me rapprocher du moment de la retraite. Un peu comme pour quelqu'un qui est investi par rapport à sa retraite, commence à investir du 100% actions, puis 0% obligations, ensuite 80% actions, 20% obligations, ensuite un fonds équilibré.
60% actions, 40% obligations. Donc, j'ai vraiment la même logique, mais par rapport à des fonds négociés en bourse avec option d'achat pour avoir une plus grande stabilité de revenus à mesure que je vais me rapprocher du moment de ma retraite naturellement. Donc, par rapport aux banques DFN, qui est par rapport aux plus grandes banques canadiennes, je vais avoir 5% de mon portefeuille, spécifiquement par rapport à ce titre. Dans la même gamme de produits, Banque-C, c'est tout simplement deux entreprises différentes qui vont rechercher les grosses entreprises dans le secteur bancaire et j'en mets aussi 5% pour répartir le risque par rapport au secteur bancaire en lien avec deux entreprises différentes, distinctes, qui vont me donner des revenus passifs à chaque mois. Ensuite, par rapport, je vais y aller avec le SP500, je les ai mis en jaune. Il y a USCL de GlobalX, 10%. Ensuite, encore avec le SP500, un autre 10%, mais cette fois-ci avec HILD de l'entreprise Hamilton. Et toujours avec le SP500 SD, qui est par rapport à 35 entreprises de type Blue Chip, donc des entreprises très performantes, qui vont donner un petit peu plus que le SP500 standard. Ils donnent à peu près 18% de rendement, un peu plus que les autres, mais il y a un petit peu plus de risque. Puis donne 10, puis j'en veux une proportion de 10% de mon portefeuille. À présent, je vais y aller avec le Nasdaq 100. Nasdaq 100 QQCL par rapport à l'entreprise GlobalX avec 15% de rendement. Ensuite, QD, 69 entreprises technologiques auxquelles je faisais allusion, 15% de rendement. 15% pardon, par rapport à mon portefeuille. Et lui, il donne à peu près, c'est 19,4% de rendement annuel estimé. C'est sûr que dans le fond, entre la théorie et la pratique, ça peut varier. Là. Je veux dire, les distributions peuvent varier d'un mois à l'autre, mais dans les grandes lignes, ça se dirige vers ça. C'est ça qu'on peut dire. Ensuite, les autres, oui, un peu plus risqués que le Nasdaq 100, ben, il y a HHIS, qui est des entreprises qu'on va retrouver dans le Nasdaq 100. Puis, je vais en prendre 10%. C'est 15 entreprises. Puis, il y a aussi Biggie qui vient de sortir récemment. Ilva US Ultra Yield ETF Biggie-C, un autre 10%. Ce qui est important par rapport à chacun des fonds négociés en bourse auxquels je fais allusion, puis je propose naturellement, si vous voulez en faire l'étude d'une manière approfondie, de prendre des notes pour chacun d'entre eux, puis de contre-vérifier l'information. C'est un travail de moine, mais qui peut rapporter beaucoup à moyen et à long terme. Donc, par rapport à chacun des fonds, ce que je fais, c'est que je les étudie. Comme là, récemment, j'ai étudié la sortie récente, donc le 9 septembre 2025 de Biggie, BIGY-C, qui vise à reprendre 10 entreprises très performantes dans le secteur technologique, donc les 7 magnifiques, Apple, Facebook, Google, Tesla, Nvidia, ce genre d'entreprises-là, plus Palantir, Stratégie, Coinbase, qui ont très bien performé dans les derniers mois. Donc, j'ai étudié les propriétés du fonds, où il y a 50% à peu près du portfolio qui est en gestion active par rapport à écrire des options d'achat, à la différence d'une entreprise comme par exemple Yieldmax, où ça peut être 100% du capital qui est utilisé pour écrire des options d'achat, ce qui amène souvent de l'érosion de la valeur du capital, pas du capital, c'est-à-dire une baisse de la valeur de l'actif sous gestion, parce que ça ne prend pas autant les hausses. Fait qu'il y a 50% de l'argent qui peut prendre les hausses en suivant le marché ou les baisses, puis 50% qui est utilisé pour écrire des options d'achat. Fait que là, je me sentais à l'aise avec ça. Si c'était 100%, je n'aurais pas embarqué sur Biggie, là, que j'ai pris récemment. Fait que sinon, il y a un effet de levier de 33% qui vise à accroître le risque. Ça accroît le risque, c'est à double tranchant, les effets de levier en marché ou haussier. L'hypothèse que je fais avec l'éjection massive monétaire mondiale qui a eu cours récemment, c'est que le marché va être haussier encore pendant plusieurs mois. Donc, à la différence de HHIS qui a un effet de levier de 0,25, lui il a 33%. Fait que c'est intéressant de comparer les caractéristiques. Puis il y a une possibilité de 30% de rendement par année, tandis que le HHIS c'est 23%. Donc, 30% de rendement par année, à quoi ça peut ressembler? Quelqu'un en prend pour 100 000 $ au bout de l'année.
il va avoir à peu près 130 000 $. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Puis si quelqu'un en prend pour 150 000, bon, ben, ça fait 45 000 $. Donc, mais c'est de voir par la suite, par rapport à ça, si la personne a l'intention, si elle en prend un montant important, que ça occupe une place ou pas prépondérante, centrale dans son portefeuille par rapport à la nature du risque. Donc, répartir le risque sur 10 entreprises versus, par exemple, sur 100 entreprises par rapport à un fonds de type indiciel lié au Nasdaq 100. Ça, c'est propre à chacun. Donc, le fonds donne des distributions 2 fois par mois. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, 2 fois par mois, il y a des revenus. Donc, s'il y a des imprévus pendant le mois, ben, avec ça, ben, la personne a un revenu à toutes les 2 semaines. Elle n'est pas obligée d'attendre son argent qui rentre à la fin du mois. Et il y a des frais de gestion de 0,40% associés à ça. Le coût, c'est 26 $ au moment où je vous parle, à peu près. Et ça donne à peu près 62 cents par mois. C'est quand même intéressant. Pour ce qui est du HHIS, il vaut à peu près 13 $, puis il donne 25 cents de dividendes, de revenus passifs par mois. Donc, on voit que, dans le fond, si je fais 13 multiplié par 2, ça ferait 26 $ qui donne 50 cents de revenus passifs. Tandis que l'autre, pour 26, il y en a 62 cents. Vous voyez, c'est un peu plus. Fait que ce qui est intéressant, c'est de prendre le temps de les comparer, de les évaluer pour savoir dans quoi on s'embarque, advenant qu'on en achète, puis être capable de contextualiser les risques, puis voir si on est à l'aise de dormir la nuit tranquillement ou pas par rapport à ça par la suite. Donc, HHIS, 10%, 10% chacun, même si dans le fond, le Biggie va performer un petit peu plus en termes de rendement annuel visé. C'est tout simplement pour répartir le risque que je vise 10% les deux. Puis pour ce qui est de ma position d'opportunité, bon, présentement, le Bitcoin en reste probablement pour quelques mois encore en cycle haussier. Si les cycles qu'on a connus depuis le début de la création du Bitcoin il y a plusieurs années se reproduisent. Il y en a qui disent que c'est fini ce temps-là parce que les grands joueurs institutionnels sont rentrés sur le marché, ce qui va amener une stabilité plus grande, avec moins de volatilité, oui. Mais j'envisage quand même la possibilité, pour des raisons de prudence, que dans les prochains mois, il va y avoir un marché baissier. Fait que dans le terme de position d'opportunité, j'ai pas, à la différence d'Adrian, lui, il prend des fonds négociés en bourse avec option d'achat liés au Bitcoin, avec effet de levier, qui va aller chercher un rendement quand même intéressant. Sauf que si j'ai, dans le fond, à sortir du marché dans le coin du mois de novembre, parce que là, ça va devenir plus incertain, la situation, puis on va peut-être rentrer en cycle baissier clair, je dirais, à partir de janvier 2026. Puis là, ça baisse avec un effet de levier. C'est pas intéressant. Mais si on serait en cycle haussier encore pendant plusieurs mois, la réponse c'est oui. Mais pour l'instant, ce que je mise, c'est Tesla-C à 5% de mon portefeuille d'opportunités, puis Nvidia, NVHE-C, 5% aussi, pour un total de 10%. Puis là, par la suite, ben, une fois qu'on détermine le pourcentage qu'on veut, ben, c'est d'additionner le pourcentage de ce qu'on a pris pour aller chercher, pour s'assurer que ça fasse 100%. Puis là, répartir les actifs en proportion, dans le sens que 10% par rapport au montant qu'on veut investir. Fait que c'est un petit peu la logique. Naturellement, la vision de mon portefeuille que je vais avoir à moyen et à long terme peut continuer d'évoluer. Il y a quelques jours, Biggie, je ne l'avais pas encore étudié, fait que je misais plus sur la HHIS à 20%. Fait que là, j'ai pris connaissance du fond, de sa structure, sa logique, puis je dis ouais, finalement, je veux en mettre à 10% là-dedans. Donc, j'ai réduit la quantité que j'ai mis dans la HHIS de 20% à 10% pour en mettre dans l'autre qui est dans le même style, mais entreprise différente. Il y en a un qui c'est avec Harvest, puis l'autre c'est l'entreprise Evolve. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Mais je vais terminer à présent. Là, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et donc, par rapport à la vidéo présente, s'il y a des titres de fonds négociés en bourse avec option d'achat qui donnent un rendement élevé avec un ratio intéressant risque-bénéfice,
vous pouvez me partager en bas, dans le fond, si vous trouvez ça intéressant à étudier, là, naturellement. S'il y en a que vous trouveriez intéressant que je prenne la peine d'étudier, d'évaluer, vous pouvez partager les codes en bas de l'enregistrement présent. Si vous avez des commentaires par rapport à la vidéo présente, donc ça c'est la façon que je vois l'évolution du portefeuille idéal que je vise à moyen et long terme. Si vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec certaines répartitions ou si il y a des fonds que vous avez un regard critique, ou il y a d'autres fonds en fait qui n'ont pas été abordés, comme je disais, mais que vous pouvez trouver pertinent à étudier, vous pouvez partager l'information naturellement. Et c'est sûr que j'insiste en disant que mes vidéos, c'est à des fins d'études, puis le partage d'informations aussi. C'est pas dans l'optique de dire aux gens quoi faire, parce que si la personne fait un investissement par rapport à quelqu'un d'autre qui donne un conseil en investissement en disant quoi faire, la personne peut poursuivre l'autre personne. D'autant plus si elle n'est pas conseiller financier dûment accrédité par l'AMF, Autorité des marchés financiers. Donc, quelqu'un peut parler à une autre personne de qu'est-ce qu'il étudie, mais la personne n'a pas le droit de dire à l'autre quoi faire, parce que sans ça, c'est, à part ses conseillères financières, parce que sans ça, c'est de l'ingérence, puis c'est risqué, puis même un conseiller financier ne qui ne saurait pas le détail de la situation économique d'une autre personne, à mon avis, ce serait un manque de professionnalisme de lui donner un conseil en investissement, parce que la personne, il lui parle d'investir dans quelque chose de risqué, mais la personne a des dettes, puis elle a une carte de crédit qui lui occasionne une dépense de 21% par mois que ça y charge d'intérêt, c'est pas intelligent d'investir nécessairement dans quelque chose de très risqué. La personne est peut-être mieux de liquider une dette avant de viser à avoir un revenu de 21% ou de 23% de rendement à chaque mois. Il y a comme une logique aussi à suivre. Mais ça, c'est propre à la situation de chacun. Puis le conseiller financier qui est compétent, il va prendre le temps d'évaluer d'une manière individuelle, cas par cas, qu'est-ce qui est pertinent ou non pour la personne de prendre. Et chaque besoin de chaque personne est unique naturellement. C'est ce que j'avais à mentionner. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, encore une fois, les informations que j'aborde, c'est à des fins d'études. Je ne suis pas conseiller financier. Et investir comporte des risques. C'est toujours ça d'avoir en tête. La minute qu'on met son pied ou on investit, devrait dire plutôt de l'argent dans le domaine boursier. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.